petite app d'orientation, on va regarder. Ou pas, d'ailleurs. Si. Ok. Alors, on est à Saint-Denis-du-Péret. Baie de l'Aiguillon, 14 km. Réserve naturelle nationale de Saint-Denis à 1,5 km. Bon, on n'est pas très loin. Et la case de la Belle-Henriette à 9 km. Ok, donc par là-bas, ça marche. Bon, mais c'est parti pour l'observatoire. Entre marée mouillée et desséchée, nos yeux sont charmés par le vol des cigognes. C'est décidé, partons vite découvrir une réserve naturelle nationale située entre Saint-Denis-du-Péret et Trièzes. Espérons y découvrir un lieu magique, peut-être même hypnotique. Go! Bonjour. Bonjour. Alors, je ne veux surtout pas vous déranger parce que je vois que vous êtes en plein travail. Aucun problème. Vous travaillez pour cette réserve? Oui, je travaille pour cette réserve. Ouais. Je travaille pour la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Péret. J'en suis le conservateur. Mais où on se trouve là donc? Eh bien, on se trouve ici dans la réserve naturelle nationale du Marais communal de Saint-Denis-du-Péret, Oui. dite Michel Brosselin. Donc, c'est une réserve qui fait 207 hectares, qui est composée de prairies naturelles humides typiques du Marais poitevin. Donc voilà, comme on peut voir autour de nous. Et donc, c'est une réserve qui est co-gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Office français de la biodiversité. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire Eh exactement? ben là, j'étais en train d'observer un peu les oiseaux et puis le bétail là, qui est autour de la baisse centrale de la réserve. Donc en face? Voilà, en face de nous. Et ça, avant du coup, de cheminer vers l'observatoire principal pour voir tout ça de plus près. Donc cet observatoire se situe à quelques mètres, c'est ça? Voilà, à quelques centaines de mètres en face de nous, au bout du couloir. On suit le couloir donc. On suit le couloir, on y va. On y va? C'est Super. parti. Pierre, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu, m'expliquer l'historique de cette réserve, comment elle a été créée, pourquoi, pour qui? Alors, cette réserve, elle est en place sur le marais communal de Saint-Denis-du-Péret. Donc en fait, un marais communal, c'est une zone vaste, comme ici, qui fait 207 hectares, où les habitants du village, à l'époque, pouvaient mettre leur bétail. Et donc, c'est des zones qui ont été ultra préservées, qui n'ont pas bougé depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, c'est hyper intéressant au niveau floristique. La botanique, ici, c'est extraordinaire. Un nombre d'oiseaux énorme, plus de 270 espèces recensées sur la zone. Et M. Michel Brosselin avait très peur que ces zones de marais communaux soient défigurées, partent pour la grande culture, quoi. Et donc, en 1972, a été voté au conseil municipal, à 6 voix contre 5, réserve naturelle. Les 5 autres voix, c'était on laboure le communal. Ouais, c'est incroyable. Alors, ouais, donc du coup, un petit observatoire là, en direct sur le nid de cigogne. Donc on a une plateforme avec un nid de cigogne juste devant, je sais pas si tu vois. Donc là, on a un poussin cette année, pas une grosse année pour les cigognes cette année. c'est la cigogne qu'on va sortir du nid d'ailleurs. Ça, c'est le poussin, ça. C'est le poussin. Voilà, il est déjà assez gros. Mais qui est déjà très grand, oui. Bah oui, parce que là, on va arriver au moment où ils vont bientôt s'envoler. On a la chance que le mâle de ces cigognes-là soit bagué. Donc on connaît son âge, il a presque 30 ans. Il reste là toute l'année pour protéger son nid. Il fait partie de la petite dizaine de cigognes qui hivernent sur la réserve naturelle. Alors, elles venaient d'où ces cigognes? Donc, il y avait eu un oiseau, alors il me semble, je connais pas l'histoire exactement par cœur, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Du coup, il y avait un oiseau qui était un peu blessé chez un éleveur qui avait des oiseaux ici sur Saint-Denis. Et cet oiseau-là s'est reproduit avec un oiseau sauvage qui passait par là. Ils sont installés. Et à partir de ça, a commencé une population de cigognes. Donc, les jeunes de ces cigognes-là, mais aussi d'autres cigognes qui arrivaient du sud pour s'installer dans le Marais poitevin. Donc, le Marais poitevin avait tous les atouts à l'époque pour accueillir des cigognes. Donc du coup, beaucoup d'eau, de la nourriture à profusion. Donc une petite population s'est créée. Et ensuite, la population a augmenté avec l'arrivée et l'explosion de l'écrevisse de Louisiane. Donc une espèce invasive qui est très très présente dans le Marais, ici, et qui a la particularité d'être porte-scène de la peste de l'écrevisse, et donc qui décime les populations de nos écrevisses autochtones.
Et donc aujourd'hui, avec la profusion de cette écrevisse de Louisiane, la population de cigogne est en très bonne forme. Et sa seule nourriture, c'est 99% de son régime alimentaire. Certaines années, quand on fait le bagage des poussins au nid, des poussins de cigogne, elles ont la peau complètement orange. C'est vrai? Ouais. Bah oui. Alors que la peau devrait être à peu près grise normalement. Et en fait, il y a tellement de bêta-carotène dans les carapaces, d'écrevisses qu'elles se retrouvent complètement rouges. C'est assez hallucinant. Est-ce que tu pourrais estimer aujourd'hui combien de cigognes nichent ici sur Saint-Denis ou Alors sur Saint-Denis, sur la réserve, c'est facile, il y a 2 plateformes, donc 2 couples. De couples? Simple. Mais par contre, sur la commune de Saint-Denis, il y a à peu près une quarantaine de nids de cigognes. C'est vrai? Donc une quarantaine de couples. Ah ouais, c'est le village aux cigognes. C'est le village aux cigognes, ouais. C'est génial. Ah ouais, c'est super. Et la population de cigognes de l'ouest de la France a vraiment beaucoup augmenté ces dernières années, tellement qu'il y en a plus qu'en Alsace maintenant. Voilà. Il y a un truc aujourd'hui dans le Marais où on commence à dire « Oh là là, il n'y a plus de grenouilles à cause des cigognes ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les cigognes n'ont pas décidé de génocider toute la population de grenouilles. Tu dis qu'elles mangent les écrevisses. Elles mangent les... Ouais, c'est normal. Les écrevisses sont tellement faciles à attraper. Et c'est en gros un bon rapport qualité-prix au niveau de l'énergie, quoi. Donc elles vont pas s'embêter. Elles mangent quelques grenouilles. C'est normal. Mais c'est pas elles qui ont décidé de détruire la population entière de grenouilles. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu aimes avant tout faire dans ton métier? La partie de mon métier qui est la meilleure, c'est être sur le terrain, faire les suivis dehors et puis être en lien avec les éleveurs qui utilisent la réserve. Parce qu'on a réellement besoin d'eux. C'est vraiment des partenaires de gestion dans la réserve naturelle, parce que voilà, il y a l'élevage, c'est des éleveurs extérieurs qui viennent amener leur bétail sur la réserve, donc c'est primordial qu'on ait un dialogue permanent avec eux et une bonne entente. Ils sont nombreux? On a 5 éleveurs de bovins et 1 éleveur de chevaux sur la réserve qui vient. Et après, toute la partie médiation auprès du public, tu peux l'assurer ou il y a Alors, oui, j'assure quelques animations au cours de l'année, mais le gros de ce travail est réalisé par ma collègue qui est animatrice, à plein temps sur la réserve, et qui réalise des visites guidées avec l'aide d'une collègue en ce moment au service civique qui est là pour nous aider pour la saison, mais aussi d'autres animations, donc plus grandes, avec sur différents thèmes, tout au long de l'année. Et voici le Graal, le sacro-saint. Un observatoire, l'un des plus beaux de France. Un espace permettant de percer l'intimité de toute cette faune qui nous entoure. Mais quel est cet animal ? Imantompus, j'appelle donc les chasses blanches. Et nous écoutons Pierre nous conter son marais. Une passion. Cette passion même qui l'anime depuis son plus jeune âge. Il est touchant, ce Pierre. Il nous parle de sa carrière, de ses premières expériences, une enfance passée ici, sans savoir que son amour pour cette faune et cette flore du marais deviendrait son métier. On aime trop ce genre d'histoire. Les animaux assurent le spectacle. Quel luxe! Voyez cette danse? 3 oiseaux qui font les pointes à seulement quelques mètres de nous. Cet observatoire est quand même un merveilleux outil pour toi. C'est un outil extraordinaire pour tout ce côté découverte, sensibilisation et du coup animation. Notamment là, on peut accueillir des classes entières. C'est ça. Voilà, et on travaille avec eux sur qu'est-ce que le marais, savoir reconnaître des oiseaux, quels sont les gestes qu'on peut faire chez soi pour protéger la nature au quotidien. Donc ça, c'est l'outil de l'observatoire, il est extraordinaire et on va le maintenir. On va même agrémenter cet observatoire avec des formes d'oiseaux, justement pour des publics non-voyants et malvoyants, ça, c'est génial. Qui puissent appréhender au toucher quel est cet oiseau dont vous me parlez depuis tout à l'heure, mais que je ne peux pas voir. Pierre, maintenant, nous va reprendre le chemin. Merci pour ton accueil. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Toujours les bienvenus. Et puis merci aussi de parler de cet endroit qui me tient énormément à cœur. Ça se sent. Ça sent que tu es habité par l'endroit. En tout cas, merci. Et puis à bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Salut.
Il est 8h, le chemin est super calme, pas un bruit, si ce n'est le chant des petits oiseaux, c'est super. Derrière nous, Saint-Denis-du-Péret, devant nous, la case de la Belle-Henriette. Eh bien oui, rappelez-vous, dernièrement, Pierre nous a conseillé de venir jusqu'ici rencontrer Sylvain, son collègue conservateur sur la case de la Belle-Henriette. Je crois que c'est ce monsieur qui est sur la passerelle là-bas. On y va. Sylvain peut-être? Bonjour Sylvain, Marion. Salut. C'est Pierre, ton collègue de Saint-Denis-du-Péret, qui nous a conseillé de venir te rencontrer. Ah, il a eu une bonne idée pour une fois. C'est vrai? À ce point-là? Pas du tout. C'est un collègue et un copain. Non, voilà, il a compris en fait qu'on longeait les chemins et notamment là, on arrive sur cette partie littorale. Il a dit, vous pouvez pas faire le littoral sans passer voir Sylvain, la case de la Belle-Henriette. Alors toi, tu es conservateur ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que la case de la Belle-Henriette? La Belle-Henriette, c'est ce qu'on appelle une lagune, plus qu'une casse d'ailleurs. C'est quasi unique sur le littoral atlantique français. C'est un écosystème qui est très, très présent sur la côte est des États-Unis. Il y a des grandes flèches sableuses et des grandes lagunes. Mais en France et en Europe, ça l'est beaucoup moins. C'est pas du tout les mêmes courants, c'est pas les mêmes configurations. Et puis surtout, on a largement fixé notre littoral ici en France. Il est aménagé, il est fixé. Donc là, c'est un des derniers endroits du littoral français qui évolue naturellement. Voilà. Henriette, elle a une centaine d'années. Il y a une grande flèche sableuse qui est partie vers le sud et qui a isolé entre le continent et l'océan une lagune qui fait à peu près 7 km de long. Et souvent, je m'amuse à dire que c'est une centenaire, Henriette, qui a le secret de la jeunesse éternelle parce qu'elle se renouvelle tout le temps, en fait. Quand on laisse faire la nature, elle se renouvelle tout le temps. Dans les années 70-80, on a essayé un petit peu de la garder telle qu'elle était, c'est-à-dire à déconnecter de l'océan à cette période-là, un coup de bulldozer, et puis on s'est rendu compte là depuis une dizaine d'années que ça ne servait à rien, que les enjeux n'étaient pas là. Et donc on la laisse se reconnecter librement à l'océan. Voilà. Voilà ce qu'est la Belle-Henriette. Et donc dessus, il y a une réserve nationale depuis 10 ans maintenant. Tu acceptes qu'on fasse quelques pas ensemble, Sylvain? Bien sûr, tant qu'on reste sur les chemins. Allez. Est-ce que tu peux estimer combien de personnes empruntent cette passerelle tous les ans? Bon, non seulement je peux l'estimer, mais je peux le dire avec précision. C'est vrai? Oui, on a des éco-compteurs qui nous permettent de le savoir. Donc on sait exactement combien on a d'entrées, combien on a de sorties. Des entrées sur une passerelle comme celle-ci, c'est à peu près 80 000 par an. On peut continuer à marcher quand même. Hein, oui, on peut continuer à marcher. 80 000, ça fera 80 002 avec nous, mais 3. Mais oui, c'est énorme. Après, effectivement, c'est aussi une zone qui est merveilleusement bien située entre la Tranche et la Faute. Ouais. Voilà. Donc j'imagine que l'été, effectivement, ça doit exploser. En fait, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait depuis les années 70 que c'est un site qui est très fréquenté. Tout autour, c'est urbanisé, il y a des campings. Et puis c'est pareil, moi, dès le début, j'ai dit le tourisme balnéaire, c'est une réalité. Le business, c'est pas un gros mot. Il est là, beaucoup de gens en vivent. Il faut juste réussir ce pari d'intégrer une réserve nationale dans ce contexte-là. Je pense qu'on l'a assez bien réussi. Hein. On a essayé de garder un maximum des chemins et on les a aménagés sécurité pour que les gens continuent à aller à la plage. Alors, toi, tu es là depuis longtemps, Sylvain? Alors, comme conservateur, je suis là depuis 10 ans, depuis la création de la réserve. Depuis le départ. Ouais, voilà, c'est ça. Je travaille à la LPO France. Et puis, dans les années 2000, j'ai pas mal travaillé ici sur ce site avant que ce soit en réserve. Déjà sur la protection du gravelot à collier interrompu, sur la lutte contre le baccaris, sur tout un tas de choses. Qu'est-ce que la lutte contre le baccaris? Ah, le baccaris alimifolia, c'est un copain américain de Louisiane qui a été largement planté dans les campings, il faut le dire, hein. C'est pas grave, c'est une réalité. Et en fait, il a une fâcheuse tendance à bien se plaire en plus dans ce type de milieu, puisque en Louisiane, c'est ça, c'est des milieux un peu lagunaires, en tout cas saumâtres, subsaumâtres. Donc il supporte bien le sel. Il pousse très vite et il a une floraison et une germination qui est super importante. Et il va avoir tendance à tout recouvrir. D'accord. Donc dans les années 2000, où la lagune était déconnectée de l'océan, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'artificiellement, on l'avait déconnectée, pas nous, évidemment, réserve, mais les services de l'État ou les services municipaux. Et là, depuis que c'est complètement reconnecté à l'océan, le taux de salinité, c'est quasiment celui de la mer. Donc là, le baccaris, là, il ne supporte plus. D'accord, ok.
ici, on est vraiment dans un endroit où c'est la nature qui fait ce qu'elle a à faire. On lui fiche la paix. Voilà. On lui offre ce poumon, en l'occurrence une lagune, où elle est tranquille, elle fait ce qu'elle a, elle évolue comme elle veut. Et ça, moi, je trouve ça magique. C'est magique. C'est juste génial. Et donc, nous, souvent, on peut se charrier entre nous, mais nous, on ne fait rien en termes de gestion. On ne fait pas de niveau d'eau, on ne fait pas d'ouvrage, on ne fait pas de travaux, machin. Le seul petit aménagement qu'on fait, c'est pour le Pélobat cultripède. C'est le crapaud le plus menacé d'Europe. Personne ne le connaît, ce petit crapaud des sables, là. La lagune a été un gros bastion sur la façade atlantique, le reste d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est le seul espèce pour lequel on fait des travaux, c'est-à-dire qu'on restaure quelques mares. Voilà. Très modeste, mais pour une espèce qui en vaut largement le coup. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Quand tu pars le matin, que tu prends ta voiture, tu viens ici, il n'y a personne ce matin, enfin, c'est incroyable. Tu as la réponse. Mais j'aimerais bien que tu me la formules. Ah, je peux la formuler. Ce que je peux faire aussi, si je peux me permettre, je peux juste dire au caméraman de faire un 360 sur lui-même. Ah, tu peux. Et puis je peux, voilà, je lui suggère. Alors il s'appelle Stéphane et tu veux lui Stéphane, dire. fais donc un 360, puis je pense que les images, elles vont parler d'elles-mêmes. Ouais. Voilà une nature sauvage, préservée, qui évolue librement, sur laquelle les gens peuvent aller à la plage et revenir tranquillement. C'est un beau pari, c'est bien réussi. Et là, c'est peut-être pas le moment de parler de tout ça, mais autour de nous, on les verra pas à l'image. Mais il y a une multitude d'espèces, de très communes, et puis plein de rares et menacées. Donc là, dans ce qu'on vient de 360, là, il y a de la gorge bleue à miroir blanc. L'été, il y a du balbuzard pêcheur, il y a du pipi de farlouse, il y a de l'alouette des champs, il y a de la loutre qui vient là. La loutre, voilà. Jusqu'ici. On est passé sur une passerelle, puis là, il y a des ruissons. Donc quand c'est à marée haute, tout ça, c'est recouvert. Et on n'a pas l'impression, comme ça, quand on le regarde, mais on est à la base de la chaîne trophique, des chaînes alimentaires des océans. Une lagune comme celle où on se trouve là, elle produit plus de biomasse que la forêt amazonienne. Du zoo et du phytoplancton en masse. Ouais, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte. Toute cette biomasse, après, elle part à l'océan. D'accord. Elle part à l'océan soit sous forme de biomasse pure, et puis c'est le requin-baleine, pèlerin qui va absorber tout ça, et soit sous forme de chaîne trophique. Donc des petits poissons, ils viennent se nourrir ici, grandir ici, ils repartent en mer, parce que moi j'avais parlé gros, etc. Enfin, on connaît tous les chaînes trophiques, quoi. Donc si on veut des beaux gros bars à manger sur le barbecue, des lagunes comme celle-ci, c'est indispensable. Est-ce que tu crois que ce paysage se développera encore d'ici les prochaines années? Est-ce qu'il va changer? Est-ce que de nouvelles espèces vont arriver? Je ne suis pas devin, j'en sais rien du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le changement climatique. Évidemment, le trait de côte, il va changer. Mais la lagune, c'est un bon indicateur aussi de l'évolution du trait de côte. Parce que je pense que voilà un trait de côte qui, mine de rien, absorbe l'évolution du niveau de la mer. Quand la mer, elle arrive entre un écosystème comme celui-ci, là on voit, on a à peu près 600 mètres entre une plage, un petit système dunaire, un grand présalé et une ancienne digue, qui est 2 fronts de mer. Là, c'est écrété. Quand la houle elle arrive là-dessus, elle est freinée. Les sédiments se déposent, etc. Si vous n'avez rien du tout, ça vient impacter directement, quoi. Donc je pense que, d'ailleurs, la doctrine de l'État là-dessus, elle a bien évolué. Aujourd'hui, elle est assez claire. Le recul stratégique, l'anticipation de tout ça, ça va passer par des lagunes et des systèmes dunaires en évolution libre. Ça s'imposera à nous de toute façon, d'une manière ou d'une autre. On va jusqu'à la plage. Allez, allons-y. Cadre idyllique. Il nous vend vraiment du rêve, l'ami Sylvain. Mais que nous réserve-t-il désormais? Tiens, quelqu'un? Qui est-ce?